Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Un des joueurs à suivre lors de cet Euro, c'est Burak Yilmaz. Le buteur turc n'était pas dans l'équipe en 2008, quand les Rouges et Blancs avaient atteint les demi-finales. Il n'avait pas pu empêcher non plus son équipe d'être éliminée dès le premier tour de l'Euro 2016 en France. Burak a donc une revanche à prendre. À bientôt 36 ans, le capitaine de la sélection est le symbole du renouveau turc sur le terrain. Sa saison, à Lille, avec qui il remporte le titre de champion aux côtés de ses compatriotes Çelik et Yazidche, a encore donné plus de relief à sa carrière déjà bien remplie. Celui qu'on surnomme Kral Burak, le roi, est une légende dans son pays. Il joue peut-être sa dernière grande compétition avec la Turquie, de quoi décupler sa motivation. Burak est un leader sur le terrain, et quand il parle, on l'écoute. C'est pourquoi son soutien à Recep Tayyip Erdogan n'est pas anodin. En 2017, plusieurs joueurs se sont engagés en faveur de la nouvelle constitution, donnant plus de pouvoir au président turc. Depuis, il se fait plus discret sur le sujet. Mais ça ne change rien. Le foot et la politique sont liés dans ce pays. Souvenez-vous du France-Turquie du 14 octobre 2019 au Stade de France. Les joueurs turcs avaient célébré leur but en effectuant un salut militaire. Un geste qu'il dédie à l'époque aux valeureux soldats militaires et concitoyens tombés en martyrs en référence au conflit entre les forces turques et les forces kurdes. D'ailleurs, c'est un geste qui ne sera pas sanctionné par l'UEFA, qui proscrit pourtant tout signe politique sur les terrains. Ce geste, en tout cas, était bien sûr lié à l'actualité de la Turquie à ce moment-là, et à l'opération Source de paix, lancée quelques jours avant ce match face aux Bleus. Le but pour le président Erdogan est de rétablir le contrôle turc dans la région du Kurdistan. Les Kurdes, une population d'environ 40 millions de personnes, vivent dans les zones frontalières de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. Minorité nationale dans tous ces États, les Kurdes revendiquent depuis des années la création d'un État nommé Kurdistan, correspondant à leur zone de peuplement. Le conflit syrien a considérablement tendu la situation politique puisque les Kurdes participent activement à la lutte contre Daesh. Une situation qui inquiète le pouvoir central d'Ankara, qui craint la création d'une région autonome kurde et de base arrière pour les opérations du Parti nationaliste des travailleurs du Kurdistan, le PKK, considéré comme organisation terroriste par la Turquie. Le foot devient alors un moyen pour Erdogan de légitimer ses actions. Depuis une dizaine d'années, il investit massivement dans ce sport avec, comme fer de lance, le club d'Istanbul Başakşehir. Ce petit club, né en 1990, devient un club qui compte depuis son rachat en 2014 par les proches du parti d'Erdogan, l'AKP. Les investissements importants et l'arrivée de joueurs aguerris comme Emmanuel Adebayor, Aurélien Tchedjou, Gaël Clichy et Arda Turan, l'ancien du Barça, finissent par payer. En 2017, il se qualifie pour la première fois pour la phase finale de la Coupe d'Europe, en Ligue Europa plus exactement. Et en 2020, il devient champion de Turquie et participe à ce titre à la Ligue des Champions où il affronte le Paris Saint-Germain. Il faut savoir que Başakşehir, c'est le nom du quartier dans lequel s'installe le club. Quartier islamo-conservateur, créé de toutes pièces dans les années 90 par le maire d'Istanbul de l'époque, un certain Recep Tayyip Erdogan. Quartier créé quand il sentit que le style de vie islamiste était dominé par le style de vie moderne et laïque d'Istanbul. L'Istanbul Başakşehir évolue en orange, les couleurs du parti d'Erdogan. Par ailleurs, le président turc a enfilé les crampons pour l'inauguration du nouveau stade du club le 26 juillet 2014. Erdogan marque un triplé et le numéro de son maillot, le 12, sera retiré de l'équipe. C'était là une nouvelle occasion pour mettre en avant le passé de footballeur semi-professionnel de l'homme politique. Au niveau sportif, c'est beaucoup moins bien cette saison. Le club termine à une anonyme 12e place, loin derrière le trio de tête composé de Beşiktaş, Galatasaray et Fenerbahçe. L'autre souci, c'est d'arriver à exister et à se faire aimer au milieu de ces clubs historiques. L'affluence moyenne avant la crise sanitaire était de 3000 personnes au stade pour les Oranges de Başakşehir, contre 30 000 pour les autres clubs stambouliotes. Et justement, ces supporters ont été longtemps vus comme une épine dans le pied du pouvoir en place. Les ultras de Beşiktaş, Galatasaray et Fenerbahçe vont être en première ligne des manifestations de 2013, avec au cœur des préoccupations la liberté de la presse et la liberté d'expression. Avec la Turquie à l'Euro, la politique n'est jamais très loin et Erdogan pourrait être tenté de célébrer chaque succès de l'équipe nationale sur le terrain comme le succès de sa politique. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires.
On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question de l'Ukraine de Shevchenko qui tente de se reconstruire malgré la guerre. À demain et bon Euro.